Outre le fait que nous fussions juifs les uns ou les autres, nous avions un sentiment patriotique. Nous avions un stigmate qu'on ne pouvait pas effacer. On avait bien conscience d'où on venait, ça c'est certain. Il n'y avait rien à renier, mais pour nous, nous étions des petits Français, point à la ligne. On était tous farouchement anti-nazis. C'était une question de vie ou de mort de toute une population. En même temps qu'on faisait attention, en même temps on avait l'insouciance de notre âge. En 1940, quand les Allemands sont arrivés en France, j'avais 16 ans. Je suis dans la rue, comme tout le monde, et il y a la foule sur les trottoirs, une foule immense qui regarde. Et les réflexions me terrorisent. Ils ont l'air sympas. Il y en a même qui sortent des rangs pour donner une petite caresse sur la tête d'un bébé blond. Et je m'en vais parce que j'ai peur. Ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient casqués, ils étaient une masse, ils marchaient d'une façon extraordinairement virile. J'étais pétrifiée en me disant, voilà le nouvel ordre du monde, et j'étais angoissée. Je disais, nous avions quelques discussions, que l'Allemagne risque de gagner. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette prescience. On ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait à partir de juin 1940. L'abattement qui a suivi la défaite, la démoralisation aussi même, tout ça c'était très dangereux. Ça créait une situation qui pouvait être porteuse d'un laisser-aller ou de... On est vaincu, c'est une armée extraordinaire, ils sont partout, etc. Bon. Mais ma réaction, ça a été, il faut faire quelque chose. L'occupation, au début, n'apparaissait pas lourde. Les Allemands eux-mêmes faisaient beaucoup d'efforts pour apparaître comme des gens qui n'auraient pas fait de mal à une mouche. De plus, il n'était pas encore question de la résistance. Ce mot-là n'existait pas encore. Ce n'est qu'à partir de l'application des mesures anti-juives et de la répression contre les communistes, essentiellement au départ, que les choses ont commencé à changer. Là, on a vu que l'occupant n'était pas tout à fait celui qu'il y avait sur les affiches collées sur Paris. Le gouvernement de Vichy, avec les lois racistes qu'il a prises, a posé une question bien précise, celle de se défendre, celle de s'organiser pour prévenir les conséquences des lois de Vichy contre les Juifs. Donc ça a été une mesure tout à fait réfléchie, que exceptionnellement, nous devions accomplir une tâche qui elle-même était exceptionnelle. D'ailleurs, je dirais que l'engagement de tous ces jeunes juifs issus de l'immigration, c'était pas seulement par rapport, évidemment, aux lois qui allaient les persécuter,
ou à l'idéologie qui les animait, c'était des jeunes communistes, mais j'ajouterais que c'était des jeunes patriotes. On aimait la France. C'est peut-être un sentiment aujourd'hui moins évident, mais je vous assure que notre génération de jeunes, on aimait la France. Peut-être plus que pour quelqu'un à qui c'est arrivé naturellement. Nous, on l'a acquis, cette nationalité, et donc on en a senti l'importance. Dans ce quartier-là, très, très populaire, et où il y avait beaucoup d'immigrés, la MOI, main-d'œuvre immigrée, qui était un secteur d'activité du Parti communiste français, avait beaucoup de choses à faire, quoi. Demandez l'humanité contre la guerre et le fascisme. Organe central du Parti communiste. Demandez l'humanité, journal de défense de tous les travailleurs. Et par conséquent, mon père a beaucoup contribué à la propagande du parti, aux initiatives du parti en direction des immigrés. Et il avait donc des contacts, lui, avec le secteur MOI. Ce qui fait que je connaissais de vue, et parfois même j'avais parlé avec un certain nombre de responsables de ce secteur, et qu'un jour j'en ai rencontré un, c'était la fin de l'été 40, sur les grands boulevards à Paris. Et je lui ai dit, quoi, voilà, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous faites quelque chose? Il dit, oui, on commence à y penser, je vais t'envoyer quelqu'un. Et il m'a envoyé effectivement une amie que je connaissais aussi, qui avait été chargée par la direction du secteur MOI parisien, sans doute, de voir, enfin de mettre en application les décisions prises pour former des groupes de jeunes communistes, MOI, et en particulier dans le secteur juif. Parce que là, il y avait pas mal de jeunes, d'enfants aussi, qui avaient été dans les patronages progressistes, chez les pionniers, dans les groupes de pionniers. Il y avait la Ligue culturelle, la chorale, le théâtre, des organisations, l'alphabétisation des nouveaux arrivants. Et mon père était un militant, donc je suis allée au patronage. Lernen alle das neue Lied vom Leben. L'encadrement, c'était des pédagogues, c'était des émigrés, des intellectuels pour l'essentiel. Donc c'était une éducation très, très progressiste. L'arrivée de Hitler au pouvoir, la nuit de cristal, on était concernés. Donc on était déjà imprégnés de l'antifascisme. Donc en septembre 40, c'est une jeune femme, une adulte, qui avait peut-être 21 ou 22 ans. Elle me dit qu'elle vient de la part d'une éducatrice du patronage. Elle dit « Nous cherchons les jeunes des patronages pour reconstituer des groupes pour faire un travail politique contre l'occupant. » Je ne comprends pas très bien ce qu'il faut faire, mais elle me dit « Il y a un camarade responsable qui viendra te voir et vous allez vous... » Il va t'expliquer vers quoi nous voulons aller. Donc ce camarade qui est arrivé, c'est Henri Krasuki. Le mot résistance n'a pas encore de signification. Clandestinité, bien sûr que non. Mais d'être présent partout pour éveiller la population contre le Boche, contre l'occupant. Alors, la première tâche importante, recruter. Seront liquidés par le bureau de notre cellule, c'est-à-dire préparation de l'assemblée d'usine.
Dès septembre, j'ai fait partie du premier groupe de la résistance dans le 11e arrondissement. Et puis là, on commence à s'organiser. On me donne entre autres comme responsabilité, tout en étant très jeune, d'aller voir ce qu'on appelait, nous, les petits jeunes voyous. Parce qu'il y avait des cités dans le 11e, hein, des cités qui étaient vraiment des cités où il n'y avait que des juifs, surtout, et puis des gens qui étaient plus malheureux que ceux des autres artères. Donc j'allais voir ces petits voyous, alors, en leur disant qu'il ne s'agissait pas de continuer à être des petits casseurs, mais qu'il fallait aussi se souvenir que c'était dangereux, que ceci et cela. Donc c'est une des premières responsabilités que j'ai eues. Nous étions des bagarreurs, on n'avait pas peur, on allait danser à la Java. C'est 1941, j'ai 17 ans. Puis on entendait qu'à la République, il y avait des petits juifs bourgeois qui venaient s'asseoir parce que c'était un grand jardin des deux côtés de Belleville. Et on descendait pour les défendre. Alors on sortait de la Java pour aller à la République pour se bagarrer avec les croix de feu. C'était l'époque. Et on n'avait pas peur, on se bagarrait avec eux. On ne pensait pas que ça pouvait être de la résistance, mais les croix de feu, on ne les aimait pas. Alors, parce qu'ils étaient des antisémites qui jouaient le... Et on ne savait même pas, on ne faisait pas la comparaison nazie ou autre. C'était quelque chose qui n'avait pas encore la notion ou la conscience. Ceux qui en avaient la conscience, c'était déjà les communistes. Il faut le dire, quoi. J'ai formé mon premier groupe de 3 avec Marcel Reymann, un des 23 de l'affiche rouge, avec Gérard Moreno, nom de guerre, et Maurice Lubzanski, son nom réel. Nous 3, on a formé le premier triangle. Et on a essaimé, et très vite, à la fin de l'année 40, et au début de janvier 41, on était déjà une cinquantaine. J'ai adhéré dans les premiers mois de l'occupation, hein, parce que je connaissais ces jeunes-là, que j'étais sympathisant, que leur action, je l'approuvais, et me connaissant, ils m'ont contacté pour que je vienne avec eux faire des actions. Donc le problème n'était pas une adhésion formelle, il n'y avait pas une carte d'adhérent ou quoi, on commençait à faire des actions politiques clandestinement, c'est-à-dire des inscriptions sur les murs, coller des affichettes, éditer des petits journaux, essentiellement pour dire aux gens qu'il ne fallait pas désespérer. Donc, on a commencé à faire des lancers de tracts à la sortie des usines. Très tôt le matin, on a répertorié dans le 20e des petites usines. Dans les cinémas, alors les cinémas, il y en avait partout. Dans la rue de Ménilmontant, il y avait 4 ou 5 cinémas côte à côte. Et je le dis aujourd'hui avec un sourire, ça devenait tellement facile qu'on a cherché la difficulté. Il faut lancer à l'intérieur du cinéma, à partir du balcon. À l'époque, on allait au balcon s'asseoir. Hein. Il y avait des balcons dans pratiquement tous les cinémas. Donc, c'était toute une organisation, parce que le camarade qui allait lancer, il fallait le protéger. Nous avons commencé à sortir un petit journal en avant, le journal des jeunes communistes juifs, parce que nous avions l'intention, donc, de nous adresser particulièrement à cette jeunesse-là pour attirer son attention sur la nécessité, compte tenu du contexte, de s'organiser pour se défendre. Partout où il y avait un peu de monde, on distribuait, mais distribuer un tract, c'était très dangereux en vérité, parce qu'on ne connaissait pas tous les gens qui passaient là. Et il y en a qui sont tombés comme ça. Tombés, ça veut dire ont été arrêtés, quoi. Hein. Simplement parce qu'ils étaient là et qu'ils distribuaient des tracts. Et puis on jetait aussi, on prenait le métro et on allait sur les parties aériennes du métro. On ouvrait la porte et on jetait. Aussi, ça faisait beaucoup d'effets, c'était très...
les tracts qui tombent, oui. Oui, il y effectivement. avait des tracts qui Ça permettait tombaient de toucher beaucoup de monde au aussi. métro Jean Jaurès, par exemple, ou sur la fin d'un marché de Belleville. Hein. Ça faisait quand même un peu d'effet sur la population. Et ça allait justement dans le sens qu'on voulait, c'est-à-dire on peut se battre contre cet occupant, on peut même le battre et gagner la guerre. On a une action que je trouve qui a été très spectaculaire, j'ai avec un camarade Kojitski, qui a été après FTP, qui a été un camarade FTP, nous avons brûlé un poteau indicateur au métro Martin-Nadeau. Il y avait des poteaux indicateurs à Paris avec des flèches écrites en allemand pour orienter les Allemands. Donc Henri a décidé, voilà, il faut brûler ce poteau indicateur, mais que ce soit spectaculaire, c'est-à-dire en plein jour et à une heure d'affluence. Alors voilà comment que ça s'est passé. Moi, je suis arrivée avec Razuki, j'avais un journal dans lequel il y avait des chiffons enveloppés sous le bras. Et Raymond Kojitski est arrivé avec un journal où il y avait une bouteille d'essence dedans. Je traverse la rue. Alors, Martin-Nadeau, de l'autre côté, il y a les jardins du Père-Lachaise. Hein, la petite rue qui... Henri reste là. Moi, je traverse la rue. Je me baisse au pied du poteau pour lasser mes chaussures. J'ouvre mon journal et j'entoure le pied. Les gens passent. Les gens vont au métro, ils sortent du métro. C'était la station Martin-Nadeau à l'époque. Kojitski, au bout d'un moment, se baisse pour m'aider. Il vide sa bouteille d'essence. On se lève, il jette une allumette. Lui, il s'en va, mais tranquillement. Moi, je ne peux plus marcher. Donc, je traverse la rue, Krasu me prend par le bras et on marche vers la place Gambetta et tout le monde regarde, ça flambe. Extraordinaire. Entre 41, où on a été très actifs, et le 16 juillet 42, on a travaillé, on s'est agrandi, je ne me souviens pas, je ne peux pas te dire le nombre de triangles qu'il y avait chez nous dans le 20e, mais on a fait un travail extraordinaire. On a grandi, on a mûri, on est devenus des combattants, des résistants et des clandestins. Peut-être ça peut heurter certains de dire qu'il y avait une résistance juive. Et donc ils pensent, ils réagissent en communautarisme. Mais le communautarisme, dans ce cas précis, c'est Hitler et Pétain qui l'ont créé de toutes pièces. Et l'intelligence de cette résistance de la MOI, ça a été justement de la replacer à la fois dans la défense d'une population et d'intégrer cette action-là dans la résistance nationale. On était présents partout. Et puis il y avait aussi, chez nos jeunes, le sabotage. Les entreprises qui nous concernaient particulièrement, c'était des entreprises qui fabriquaient des vêtements chauds. Et c'était le moment où l'armée allemande était enlisée à l'Est, à la suite de l'invasion des troupes allemandes en Union soviétique, et ils avaient absolument besoin de vêtements chauds. Et les entreprises à Paris, qui fabriquaient justement des vêtements fourrés, eh bien, marchaient à plein. Alors on a entrepris une action de sabotage systématique. On y a fait entrer des jeunes qui, après un bref passage, subtilisaient des pièces de machine, par exemple, qui les rendaient immobilisés, qui déposaient des produits incendiaires, ça. Et puis on a aussi entrepris le sabotage de machines de tricotage, par exemple,
qui fabriquait des tricots pour les Allemands. Donc ça a fait partie pendant tout un temps d'une grande activité qui était absolument nécessaire. Mais ceci étant, la lutte armée aussi parallèlement était menée. Un peu partout, les bombes éclatent. Dans les cinémas, dans les maisons closes, dans les librairies allemandes. Un certain nombre de nos jeunes étaient déjà engagés dans ce qu'on a appelé l'organisation spéciale. C'était pas encore les francs-tireurs. Et lorsque les francs-tireurs, les FTP, ont été créés, avec les FTP MOI, la décision a été prise que 10% de nos effectifs y seraient versés. C'était important. Et Henri Krasuki a eu cette tâche particulière, justement, de faire passer 10% de nos effectifs chez les FTP MOI. Par exemple, Marcel Reymann, qui était dans le premier triangle. Pourquoi Marcel? Parce que c'était un sportif, il était un petit peu gros quand même, mais c'était un sportif bien, très bien, oui, pour les groupes de combat, c'était une bonne recrue, et pour la FTP, puis on se battait pour y aller, hein. C'était vraiment, on voulait se battre, quoi. Et Marcel, bon, il est parti, oui, et puis ça a été l'épopée du groupe Manouchian, après qu'on a su après. Il a fait des choses extraordinaires. La guérilla urbaine a créé une situation nouvelle dans Paris. Il faut savoir que la capitale, c'était un lieu de plaisir pour l'armée d'occupation. Donc ils avaient la vie belle. Auch Paris bietet mehr und mehr ein normales Bild. Generalfeldmarschall Hermann Göring trifft zu einem kurzen Besuch in der französischen Hauptstadt ein. Il puisait dans l'économie française. Ils allaient prendre directement chez les agriculteurs, chez les fermiers, chez les éleveurs, tout ce qu'ils avaient besoin. C'est ce qui provoquait d'ailleurs des restrictions formidables, insupportables pour la population française, parce qu'il fallait nourrir une armée d'occupation importante. Et donc, ce qu'ils prenaient, c'était ce que le peuple français n'avait pas. Et donc, tout était contingenté, tout le monde ne pouvait acheter des produits que sur la base de tickets et de rationnement. Chacun avait sa ration de pain, sa ration de beurre, sa ration de lait, etc., etc. Et c'était une situation inacceptable, alors que la guerre était devenue mondiale, qu'on se battait sur tous les fronts. Pourquoi laisser un territoire tranquille pour que les troupes allemandes puissent venir s'y reposer? Et donc la guérilla urbaine a produit cet effet que les Allemands ont cessé d'être en sécurité dans la capitale. On a vu des sacs de sable posés devant tous les bâtiments occupés par l'occupant. Les soldats ne se promenaient plus isolés. Ils prenaient beaucoup de précautions et ils ont subi des pertes. Et donc, ils ont pris des mesures de représailles. Fernand Zalnikov, Ruven Zucker, Jacob Heidelmann, Maurice Feld, Robert Fresco, Samuel Tichelmann, Alexis. Tous les militants politiques étaient fichés déjà depuis l'avant-guerre, donc la police possédait des fichiers très importants. En plus, c'est la police française qui a organisé le recensement des Juifs. C'est ça l'aspect le plus criminel, disons, de l'État français de Pétain, c'est que les forces policières françaises et les forces policières allemandes, eh bien, coopéraient étroitement. La police française était bien présente pour agir contre les résistants en province dans la zone occupée, mais c'est surtout à Paris qu'elle a mis en place, avec la préfecture de police, 2 brigades spéciales. La brigade spéciale numéro 1
et une brigade spéciale numéro 2. Elle a été chargée, il y avait, je ne sais pas, plus d'une centaine de policiers qui se sont mobilisés contre la résistance communiste. C'était pour faire peur, hein, pour tenter d'ameuter ou de faire comprendre à la population que c'était des terroristes, des étrangers, des gens qui ne servaient pas la cause de la France. Hein. C'était donc une contre-propagande, mais surtout c'était pour que la peur fasse reculer l'action de la résistance. La cause me concernait. Donc, à l'insu de mes parents, j'ai accepté de coller des tracts, à la suite de quoi je me suis fait arrêter. J'ai été arrêté, emmené en commissariat du quartier de la rue Godefroy-Cavagnac, et là, les flics ne savaient pas très bien que faire de moi, parce que je n'étais pas terroriste, Quoi qu'il en soit, on m'a gardé 2-3 jours. On m'a emmené à la prison de la Petite Roquette, qui n'existe plus aujourd'hui. Bref, je ne sais pas très bien comment ça s'est déroulé, et je me retrouve libérable à la préfecture de police, où mon père est venu a été convoqué à venir me chercher. Donc, il y a eu des formalités plus ou moins longues, des questions plus ou moins longues, etc. Enfin bon. Et pour me sortir de là, mon père est venu et m'a apporté l'étoile juive que nous étions obligés de porter. Pour être sûr qu'il n'y aurait rien à me reprocher, il avait prévu le maximum de papier, plus l'étoile juive. Donc il m'a accroché mon étoile avant même que nous sortions de la préfecture. Et c'était quand même bizarre. Le port de l'étoile, c'est une décision de Vichy. Les Allemands ont dit à Vichy, il faut faire ça. Mais le gouvernement de Vichy s'est exécuté. Et d'ailleurs, le statut des Juifs a été imposé sans que les Allemands le demandent. Les Allemands ont sans doute demandé beaucoup de choses par la suite, mais le gouvernement de Pétain s'est empressé d'instaurer le statut des Juifs en France. Et la rafle du 16 juillet, elle résulte donc de toute cette préparation du gouvernement de Pétain suite au recensement, du fichage des Juifs, du port de l'étoile jaune, etc., etc. À la veille de la rafle du 16 juillet, nous avons été prévenus par des policiers patriotes qu'il allait se produire le 16 une rafle au petit matin, qu'on allait prendre femmes, enfants, vieillards, tout le monde, pour une destination qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, mais qui faisait que toutes ces familles allaient être embarquées. Donc, notre travail à ce moment-là, ça a été d'alerter toute cette population juive de Paris. On avait la charge de visiter les familles qu'on connaissait. Ne dormez pas chez vous ce soir, il y a une rafle importante qui va avoir lieu jeudi. J'ai dit à ma mère, vous allez descendre dans notre cave, qui était notre cave à charbon, où on entreposait notre charbon pour le chauffage de l'hiver. C'était une cave sans aucun confort, comme toutes les caves, et sans électricité. Vous allez y passer la nuit, et puis je vais me débrouiller pour vous trouver un endroit pour vous cacher. Et donc, ils ont passé la nuit dans cette cave, et au petit matin, ils ont entendu
des tambourinements à toutes les portes. Il y avait beaucoup de familles juives dans cet escalier. Les flics français qui tapaient dans les portes, les pleurs des femmes, des enfants, c'était assez effrayant. Alors vous imaginez ma mère avec ses 2 enfants cachés dans cette cave, ils n'ont pas fermé les yeux de la nuit, bien sûr. Ils ont passé une nuit dans la terreur. Mes parents étaient ce qu'on appelle ouvriers à domicile, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas dans le logement, je dirais pas appartement, dans le logement où on vivait, ils avaient dans la même rue un atelier. Donc le 16 juillet, j'avais prévenu mes parents, vous ne dormez pas, vous allez à l'atelier. Alors je cours, je monte chez moi, ma mère elle est là. Papa est à l'atelier, ma mère et mon petit frère sont là. Elle est en train de préparer un sac à dos pour Robert. Robert, c'est mon petit frère, et des affaires pour elle. Alors, je laisse tout en plan, et on file. Et quand je sors de l'immeuble, ils sont déjà dans 2 maisons derrière. Maman monte à l'atelier, moi, je prends Robert, je retourne avec lui dans ma planque, je le laisse dans ma planque et je redescends parce qu'ils sont à l'atelier. Il y a 2 machines à coudre, un mannequin mais il n'y a rien pour vivre caché. Donc j'attends que la rue soit évacuée par les autobus et les flics. Je remonte et je descends petit à petit, sans que la concierge me voie, des effets pour que mes parents s'installent provisoirement. Parce que il n'y a pas de perspective. On ne sait pas quoi faire. Je crois que c'était inconcevable de se mettre dans la tête. Bon, on savait qu'on a pris les hommes. Il y a eu la rafle où le 11e a été encerclé et on a arrêté tous les hommes et tous les jeunes à partir de 18 ans. Et c'était l'ouverture du camp de Drancy. Mais penser qu'on pourrait prendre des vieillards, des femmes avec des bébés, ça dépassait un peu l'entendement de ces... Voilà. Le choc, il fallait quand même que nous assimilions tout ce choc. Et je ne peux pas vous dire quand, mais pas loin après, mon père m'a dit il ne faut pas rester ici, il faut partir. Dans la zone sud, énormément de jeunes juifs de la région parisienne sont arrivés en fin 41, début 42, parce qu'ils n'avaient plus leur famille qui avait été arrêtée et déportée. Et ce terreau des jeunes juifs a donné naissance à nos organisations, et pas seulement naissance, mais à renforcer sensiblement nos organisations. J'étais pratiquement responsable de la ville de Lyon pour l'Union de la jeunesse juive. Avec un triangle de direction, je n'étais pas le seul. Ils organisent la résistance et la lutte contre l'occupant. Je recevais des filles ou des gars qui voulaient passer la clandestinité. Donc on discutait un petit peu le long d'une rue en marchant pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et là, je les affectais à un groupe, à un autre, etc.
j'avais bien l'intention de retrouver quelques-uns de mes anciens camarades que je savais être engagés dans des organisations de résistance. Et à ce moment-là, je me promène dans les rues pensives, probablement, et là, je suis reconnue par un de mes anciens amis, qui est Julien Zerman. Donc à partir de là, je commence à faire quelques petites choses avec Julien, avec Jacotte. Au début, je crois que nous étions 3 ou 4. Enfin bon, le début, c'est avec eux que j'ai commencé à travailler. Formellement, sans que les choses s'expliquent, j'étais chargé d'organiser, de faire marcher ces groupes, de faire du recrutement pour les FTP ou les groupes de combat, d'éditer des tracts et de nous étendre à travers la zone sud. Là, à ce moment-là, je fais des liaisons seulement dans Lyon. Puis je monte en grade, ça s'appelle comme ça, et je deviens agent de liaison pour la zone sud. Je portais des documents secrets, j'accompagnais des gens qui portaient des armes, ou moi-même des armes légères. J'allais à Lyon, Grenoble, Toulouse, je ne sais plus où, enfin vous voyez, je circulais comme ça. Alors, l'affaire devient un peu structurée, mais la structure n'est pas encore la structure qui deviendra plus tard, c'est-à-dire elle est imprégnée de beaucoup de romantisme, de beaucoup de discussions, de beaucoup d'imprudence. Mais il faut dire qu'ils étaient dans la dèche totale, ces jeunes. Et grâce à notre activité, c'est-à-dire à Jacotte, à mon frère, etc., on a réussi à les récupérer et en faire finalement des résistants éminents. Je pense à Jacob Spunevich. Dans un premier temps, quand il s'est réfugié, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Qu'est-ce qu'il a fait avec d'autres jeunes juifs? Il est allé à la salle Rameau et il jouait aux cartes. Je me défendais très bien, on jouait au poker. Et on n'avait pas d'argent, mais avec le peu d'argent qu'on avait, on gagnait peu, mais on avait un peu plus. C'était une façon alors il n'y avait pas encore de conscience politique, c'était une conception pour vivre, pour essayer de vivre. Nous avions eu un jour un copain qui est passé au bistrot où on jouait aux cartes, et il nous a dit c'est pas normal, vous savez pas tout ce qui se passe à Paris. Le 16 juillet 1942, on a arrêté les Juifs à Paris. Il faut que vous fassiez quelque chose. Alors on lui a dit, il s'appelait Maurice Mirovski, et de son nom de guerre par la suite, il est devenu Germain. On lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vous laissez vos cartes et vous venez. On lui avait dit, bon, tu rentres dans les FTP. Et après le coup dur que nous avions eu, tu rentres dans les FTP. Bon, et là, je commence à prendre un peu plus confiance et conscience des choses qui se passent. Et c'est là qu'on commence à faire mon éducation politique. Les jeunes réfractaires, les FTP en font aussitôt des combattants. Ils apprennent aux dépens de l'ennemi le métier de patriote et la lutte sans merci s'engage, harcelant les boches. L'activité des FTP, c'est usine travaillant pour les Allemands. Chemin de fer pour faire dérailler les trains, que les trains n'aillent pas en Allemagne, quelle que soit la ligne, les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Lancement de grenades sur des groupes d'Allemands en colonne. Puis par la suite, attaque directe d'Allemands officiers au revolver. Nous avions aussi comme directive, et là on a appris ce que c'était que la dynamite, pour faire sauter un transformateur qui desservait une usine en électricité. C'était une des actions de ces groupes que je faisais en 1942.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benay. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. Outside Stalingrad, the icy winter becomes a fiery hell. Every last resource of the Red Army was thrown into a crushing offense of ultimate destruction. And on February the 2nd, 1943, after 162 days of the heaviest fighting in the history of warfare, the last shot was fired. Stalingrad is free. The Nazis had capitulated. Je crois que tous les résistants de quelque bord qu'ils aient été avaient cette conviction que les Allemands, l'Allemagne hitlérienne serait battue. Mais avec Stalingrad, c'est devenu une certitude. Et donc, dès ce moment-là, on savait que notre combat allait prendre encore une nouvelle dimension. Non, la clandestinité en ville était très dure parce qu'on est aux Alliés 24 heures sur 24. Alors que dans un maquis, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, mais il y a des moments de répit. Le soir, par exemple, quand je collais des papillons, quand j'accompagnais des camarades qui portaient des armes, j'avais peur. Dans le train, quand j'avais des armes moi-même, dans mon sac à double fond, j'avais peur. Oui, j'ai des moments où j'avais peur, où je me sentais parfois suivi. Quand j'entendais certains pas, oui, j'avais peur. Ah oui, c'est une tension perpétuelle. Même s'il y a l'insouciance de la jeunesse qui permet de pallier à cette angoisse perpétuelle. Mais c'est vrai quelle angoisse, c'est vrai qu'on avait une arme, c'était pas une arme pour se défendre, c'était une arme pour ne pas se faire prendre, pour se descendre. Hein. La clandestinité, pour des jeunes, c'était pas évident. Il y a eu sans doute un manque de précaution suffisant, puisqu'on n'arrêtait pas de répéter qu'il faut être vigilant, faire attention. Il y avait des règles de la clandestinité. Peut-être que ça n'a pas toujours été appliqué d'une façon rigoureuse. Malheureusement, il en est résulté des filatures qui ont abouti à un coup de filet où il y a eu plus d'une cinquantaine de nos jeunes qui ont été pris et déportés à Auschwitz. On était arrêtés parce que on était filés depuis 3 mois à peu près, peut-être plus un peu, depuis 3 mois. C'est parti d'une affaire dans le 11e arrondissement, une fille qu'on appelait la Rouquine, qui connaissait des jeunes résistants. Et donc cette fille s'est avérée en collusion avec la police. Elle s'était un petit peu, comment dire, vendue en espérant sauver ses propres parents. Donc ça a été un point de départ qui a permis des filatures qui ont duré des semaines et des semaines et qui ont abouti le 23 mars 1943 à un coup de filet global au petit jour. J'ai à plusieurs reprises été convaincue d'être filée, mais je n'ai pas imaginé
un instant que le flic qui me suivait avait disparu derrière moi, mais il était remplacé par quelqu'un d'autre, par une femme, par un clochard, par un postier. Je ne savais pas que c'était des flics. Et je pense que ça a été le cas pour la plupart de nos camarades. Moi, à 5 h du matin, ils ont ouvert la porte. Ils m'ont emmené au commissariat du 15e. Du 15e, on m'a emmené à la préfecture de police, à la brigade spéciale. On arrive dans la cour de la préfecture et les cars arrivent et ça déverse. On ne connaît pas, mais c'est des jeunes qui arrivent. C'est tous ceux qu'on connaît, en tout cas, tous ceux que moi je connais sont là. Il y a Roger, il y a tous les jeunes dont je me rappelle. J'ai vu, il y avait Krasuki, Henri, Sam Radzinski dans le 11e. Il y avait plein de copains, enfin. Je pense que je suis appelée à l'interrogatoire le jour même ou le lendemain, je ne me souviens pas. Alors on me tabasse. Je n'ai pas le droit au nerf de bœuf, je n'ai pas le droit au fouet avec les vis, là, les boulons en métal où les garçons ont été massacrés. Un jour, on nous a fait sortir tous. On nous a emmenés dans les cars de police à Drancy. Et à Drancy, alors, c'est la première fois que le départ d'un groupe de déportés, de futurs déportés, a lieu dans les circonstances où il a eu lieu là, c'est-à-dire en manifestant contre les Allemands, contre les nazis, contre les collaborateurs et au chant de la Marseillaise. C'est au mois de juin, 23 juin, c'est le convoi 55, 23 juin 43. Coup du hasard ou bon calcul, on était tous ensemble et c'était important. D'abord, c'était important parce que nous étions des combattants et on était avec des femmes, des enfants, des vieillards. On pensait qu'on allait travailler. On pensait ça, oui. Mais on n'avait pas du tout, à l'époque, pourtant c'était juin 43, on n'avait pas du tout l'idée des fours crématoires, et des chambres à gaz et des fours crématoires. Auschwitz avait quand même une spécificité. C'était un camp d'extermination. Bon, tous les camps de concentration ont eu des régimes les mêmes. Mort par le travail, mort par les épidémies de maladies, mort par les coups, mais pas par les gaz. Je ne vais pas vous raconter Auschwitz, quand même. L'insurrection nationale était inscrite dans nos projets. D'ailleurs, De Gaulle, lui-même, dans ses objectifs, avait inscrit que la France contribuerait à sa propre libération par une insurrection nationale de toutes ses forces armées intérieures. Ce dénouement, la France veut faire pour le hâter tout ce qui est en son pouvoir. Elle déploie contre l'ennemi un effort chaque jour grandissant. Elle le fait par le combat de nos braves et bonnes phalanges, organisées sur son territoire, en attendant qu'au bon moment, l'insurrection générale le nettoie de l'envahisseur en déroute et des traîtres en déconfiture. Et donc, après 1943, avec l'UJJ, donc nouvelle organisation, il y a eu une mission qui nous a été demandée, celle de constituer une milice patriotique juive. Nous avons eu, à partir de là, des objectifs pour des récupérations d'armes. Alors, récupérer des armes en plein Paris, c'était pas une petite chose. Maintenant, il faut penser à l'insurrection. Donc, on fait de plus en plus d'actions armées et on essaye de mobiliser les gens, leur expliquer qu'il ne faut pas seulement que ce soit les Alliés
Il faut aussi que la libération vienne de la volonté de ceux qui sont autour de nous de le faire, de le réaliser. Je suis envoyée à Marseille. Je suis avec Charles Lederman. Je suis avec Jacques qui est venu un peu plus tard. Pourquoi à Marseille? Parce que le parti a considéré que le débarquement aura lieu d'abord dans le sud et qu'il fallait renforcer toutes les organisations pour une fois qu'on sera libéré dans le sud. Et puis arrive le débarquement, mais pas où c'était prévu, en Normandie. Voici le communiqué du Grand Quartier Général des Forces Alliées le 6 juin 1944. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ainsi se termine le communiqué. Le lendemain, on reçoit l'ordre de repartir à Lyon. Donc je pars, je prends un train à la volée et je prends comme bagage un sac à double fond. Je crois des armes légères, mais je ne sais pas très bien, mais j'ai surtout des archives. Et je débarque à Lyon dans une pagaille folle. On a roulé toute la nuit, le matin on arrive à la Part-Dieu. Donc nous sortons, il y a un type qui s'approche de moi, police allemande, vos papiers. Et c'est là où se joue le destin. Les gars, ils regardent mes papiers, il me dit, vous êtes étudiant, vous faites quoi? Je suis étudiant. Étudiant de quoi? Étudiant en droit. Droit de quoi? J'hausse les épaules. Vous êtes français au moins? Je hausse les épaules, qu'est-ce que je peux répondre? Il regarde la carte, il dit, bon, filez, sortez et filez. Je mets mon sac en consigne parce que je sais que j'avais des archives, des documents dedans, je ne voulais pas me balader avec. Puis je suis perplexe où aller parce que, puis d'abord il était tard, c'était le soir, donc une solution bête, idiote, qui était interdite, mais enfin, c'est le débarquement, je suis coupé, j'ai rien, je vais chez mes parents. Je débarque chez mes parents et au matin, dans la nuit du 3 au 4, une voiture de la Gestapo débarque et vient me chercher. On emmène mon père, on emmène moi et ma cousine qui était de passage, qui s'ennuyait de mon père, qui était veuve de guerre, on se trouve là, on l'embarque. Donc je suis embarquée la première. On trouve sur moi un petit carnet où j'avais un tas de numéros. Effectivement, c'était des rendez-vous codés. Je leur explique que je suis juive, que c'est des numéros d'auto, enfin, des bêtises. Et je dois avoir joué correctement. J'ai pris l'air bête, c'était un air naturel, j'étais à garde. Bref, on me bouscule et on me bat pas mal. Et puis, j'étais quand même en mauvais état. Ça s'est passé dans la journée. Ça a duré une journée, pas plus. Et on me jette, à la fin de tout ça, on me jette à deux types, me jettent comme ça, par terre, dans une pièce sombre. Et je m'aperçois, quand je reviens un peu à moi, qu'il y a mon père qui se penche vers moi, puis 2, 3 autres personnes. Et l'un des gestapites qui m'ont jeté là, on dit à mon père, si elle est de votre famille, dites-lui au revoir, elle sera fusillée ce soir. Et ben voilà, je ne suis pas fusillée. C'est mon père qui a été fusillé. On
arrive tous à Birkenau, c'est le centre de triage, c'est le premier. Des trains qui vont directement dans les crématoires, d'autres que l'on vide et qu'on inscrit. Enfin bon, il y a toute une administration qui est instaurée là. Je suis mis dans le camp de gauche, alors que d'autres vont dans le camp à droite. Je suis avec ma cousine, nous nous retrouvons, nous nous retrouvons tatoués, brûlés, nus, rasés. Que vous dire? On était très en contact et la solidarité des communistes à l'intérieur était vraiment... Ça a été notre survie. Solidarité qu'on a diffusée dans la mesure du possible autour de nous. On ne l'a pas accaparée seulement pour nous. Bon, si on raconte notre histoire à Auschwitz, au commando on a travaillé, on a fait de la résistance partout où on est passé. Je me souviens que s'il y avait eu des périodes difficiles, je me souviens que Noël 43, on était encore jeunes. Et Noël, l'enfance, c'était pas loin. Et Noël, c'était quelque chose encore. Alors, on s'est réunis, quelques Français, quelques jeunes. Et les Allemands, eux aussi, fêtaient leur Noël, et par conséquent, c'était un petit peu plus sûr, plus tranquille, oui. Et par conséquent, on a risqué, et on risquait quand même, mais bon. On s'est réunis à une dizaine, là. Et puis, on parlait un peu entre nous. On se sentait plus près de la France. Moi, j'ai fait un exposé sur Molière. Parce que j'aime toujours beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est un des plus grands. Chacun a fait son petit... Chacun a parlé, a fait quelque chose. Henri nous a sifflé, il aurait pu nous siffler les 9 symphonies de Beethoven. On a murmuré la Marseillaise. C'était extraordinaire. Et je voudrais dire aussi à ce propos-là que j'ai jamais eu la moindre haine pour le peuple allemand. Ni maintenant, ni à ce moment-là. Et je n'ai jamais pu prononcer, pendant la guerre par exemple, c'est vrai, hein, le mot Boche, c'était difficile, j'arrivais pas à le sortir. Alors qu'on souffrait, ils nous arrêtaient, ils nous tuaient, ils nous fusillaient nos meilleurs camarades, ils nous envoyaient en déportation. Je ne pouvais pas, parce que je pensais à la masse des gens, et même si la majorité s'était laissée prendre par Hitler et par sa démagogie, il restait encore, mais ne serait-ce que pour cela, il fallait continuer à respecter la nation allemande au même titre que les autres, quoi. Jaillit des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs. Les appels longtemps contenus et les ordres. Le Conseil national de la résistance, qui était devenu le responsable unique de toute la résistance nationale, a pris la décision de déclencher l'insurrection nationale. Des rafales traversent les places. L'ennemi est déjà réduit à se défendre et à tâter prudemment le terrain. Il envoie des chars. On les lui retourne. Alors je dirais que lorsque l'insurrection a éclaté et que nous sommes apparus au grand jour,
et que nous nous sommes adressés au comité de libération pour avoir des brassards et des armes, il faut dire que ça a été une surprise extraordinaire. Voir apparaître des jeunes juifs sortis de terre dont on ne sait où, et les voir participer à l'insurrection, il a fallu quand même s'expliquer pour dire qui nous étions. Mais je pense qu'il y avait quand même, à un certain sommet, des explications qui ont été données, et nous avons été intégrés parmi les FFI pour pouvoir combattre. Et je peux dire que nous étions, garçons et filles, au moins 200. Un char est détruit. Un char est conquis. Les prisonniers se multiplient. Alors, à l'insurrection de Villeurbanne, je prends des responsabilités un peu plus importantes. Parce qu'il y a eu beaucoup, pendant l'insurrection, beaucoup de Villeurbanais qui ont poussé, eux, pour qu'on fasse l'insurrection. Parce que notre groupe seul ne pouvait pas le faire. Alors, il y a eu la population. On a attaqué les commissariats de police qu'il y avait autour dans le coin, et on prenait les armes que l'on trouvait pour pouvoir armer les civils. Donc on organise quand même très rapidement, pendant la semaine, entre Villeurbanne et la libération de Lyon, un tas d'actions. Et c'est vrai que les jeunes ont été très courageux là. Pas seulement l'UJ, mais des jeunes qu'on a eus autour de nous. Moi, je me trouvais à ce moment-là dans les derniers combats de la place de la République, au moment où l'armée, où la division Leclerc, des 3 chars de l'armée Leclerc sont arrivés, et à ce moment-là, la garnison allemande de la caserne s'est rendue. Alors, j'ai vu cette grande porte cochère de la caserne s'ouvrir, un officier allemand sortir avec son drapeau blanc, immédiatement entouré par des policiers français qui à ce moment-là participaient à l'insurrection. La police parisienne a joué un certain rôle, contrairement à ce qu'elle a pu jouer sous l'occupation dans la collaboration de Pétain. Et puis les FFI dont j'étais pour les protéger de la population qui voulait le lyncher. Alors ça, il y a toujours des résistants de la dernière heure qui pensent qu'ils peuvent, eux, à leur tour, s'attaquer aux Allemands quand ils sont désarmés. Et je dois dire que les premiers contacts avec la libération n'étaient pas pour nous un très bon souvenir, parce qu'on a assisté à la tonte et tout ça, ça nous a... Nous qui étions vraiment des résistants, ça ne pouvait pas. On n'acceptait pas ça. Après l'insurrection, après tous ces événements, j'ai eu ma première déprime, très forte dépression, parce que j'attendais pas la libération comme ça. J'attendais la libération dans une grande joie émancipatrice, avec y compris des responsabilités à ceux qui, pendant 3 ans ou 4 ans ou 2 ans, avaient pris part à la résistance. Or, dès que les Américains, les Français et les autres sont rentrés, nous, on n'était plus rien. On ne vous connaît pas absolument. On a été désarmés de façon très cavalière, voilà. À un moment, à la fin de l'année 44, on a commencé à entendre les bruits des canons. C'était les canons russes. Et début janvier, enfin 18 janvier, on est sorti.
Le 18 janvier, il y a un Zeil-Appel et on évacue Auschwitz. C'est pas genre, s'il vous plaît, hein, c'est les coups. Et puis on rend, et puis si c'est pas par 5, et on recommence, et on recompte, et on recommence, et on recompte, toujours sous les coups, et voilà. Et nous nous retrouvons, Paulette et moi, avec d'autres, mais enfin j'étais surtout très liée à Paulette. On s'était juré que jamais nous ne serions séparés, c'était pas possible. On était sœurs à vie. On est sortis les dernières, pratiquement, du camp. Voilà. Donc nous, on a fait la marche de la mort. Voilà. Je ne sais pas vous dire combien de temps on a marché, combien de temps on a déambulé. On était des vrais somnambules. L'une dormait, l'autre traînait, je ne sais plus. C'était là aussi, il faudrait des mots d'une délicatesse. Je ne sais pas vous expliquer. On a comme nourriture la neige, la couverture la neige, la boisson la neige. Enfin, on est couvert de neige. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et on ne sait pas du tout qui est vivant et qui est mort de nous. Personne ne bouge. On est complètement soudés. C'est une impression étrange. On n'ose pas mettre le pied par terre. On se croit mort. Enfin, nouvelle expérience. J'ai été libérée suite à Neustadt-Glewe, c'est-à-dire en Allemagne, tout près de Hambourg. Et puis je ne sais comment, ce détail m'échappe, je ne sais plus, on s'est retrouvés dans un train, en définitive. On a débarqué gare du Nord et emmené à Lutetia. Donc me revoilà, je suis encore là. On s'est mis dans le militantisme, hein, pour ouvrir une voie nouvelle à l'avenir. Ce travail de mémoire, il a commencé à nous tarauder des années et des années après. Ce qui m'a apporté le plus, c'est ce que le parti m'a apporté. Moi, j'ai confiance. On me dit, mais ça va pas, t'es dingue, continue à être communiste, tu continues à y croire, tu continues à aimer l'humanité. Oui, parce que je fais pas ça pour faire plaisir à un tel ou à un dirigeant, je fais ça parce que je crois au bonheur de l'individu, je crois à l'honnêteté, je crois à la beauté. Voilà, mais oui, c'est vrai en plus. Parler de la résistance aujourd'hui, à mon avis, c'est pas seulement évoquer le courage, hein, l'héroïsme, mais c'est aussi évoquer que l'action des hommes est capable, hein, de faire front, eh bien, à une situation qu'on nous présente comme irréversible.